Les néons fluorescents du 16e étage de la tour Varnier-Tech projetaient une lumière froide sur les bureaux déserts. Il était 22 heures passées, et Paris s'étendait comme un tapis de lumière scintillante à travers les immenses baies vitrées. Garance Dufresne poussa discrètement son chariot de nettoyage le long du couloir de marbre, ses pas étouffés par les chaussures en caoutchouc qu'elle portait depuis 3 ans. À 26 ans, elle avait appris l'art de l'invisibilité. Chaque soir, elle traversait ce monde de luxe et d'ambition démesurée comme un fantôme bienveillant, nettoyant les traces d'une journée de décision à plusieurs millions d'euros. Les hommes en costume sur mesure ne la voyaient pas vraiment. Elle était simplement là, partie du décor, aussi fonctionnelle et oubliable que les plantes artificielles disposées dans les angles. Pourtant, derrière ses yeux noisettes fatigués, se cachait un secret que personne dans ce gratte-ciel ne soupçonnait. Garance avait obtenu son master en philosophie à la Sorbonne, avec mention très bien. Elle avait rêvé d'enseigner, de partager sa passion pour les grands penseurs, de guider de jeunes esprits vers la réflexion critique. Mais la vie avait décidé autrement. Le cancer de sa mère était arrivé comme un ouragan, balayant tous ses projets, les frais médicaux, les traitements expérimentaux, les espoirs qui s'accrochaient à chaque nouvelle thérapie. Garance avait tout vendu, même ses livres les plus précieux. Quand maman était partie, il avait fallu s'occuper de son petit frère Bastien, seulement 14 ans, perdu et révolté. Elle nettoya méthodiquement le bureau du directeur financier, arrangea les dossiers éparpillés avec un soin minutieux. Ces documents parlaient de fusion, d'acquisition, de stratégie qui influenceraient des milliers de vies. Garance les manipulait avec respect, même si personne ne le remarquait. Elle avait gardé cette habitude de ses années d'études, traiter chaque information comme précieuse. Un éclat de rire provenant de la salle de réunion principale la fit sursauter. La confraternisation des partenaires se prolongeait. Elle consulta sa montre. Bientôt minuit. Normalement, à cette heure, les bureaux étaient silencieux. Mais ce soir, les investisseurs célébraient un nouveau contrat juteux avec l'Asie. Garance hésita. Elle devrait nettoyer cette salle, mais les hommes y étaient encore. Généralement, dans ces cas-là, elle attendait qu'ils partent. Cependant, son superviseur, M. Dubois, avait été clair. Tout devait être impeccable avant l'aube. Un audit important était prévu le lendemain. Elle inspira profondément et se dirigea vers la salle, poussant doucement la porte vitrée. L'odeur de cigares cubains et de champagne millésimé l'accueillit. 8 hommes en costume, la cravate desserrée, discutaient avec animation autour de la grande table d'acajou. Ils ne remarquèrent pas son entrée. Garance commença à ramasser discrètement les verres vides et les serviettes froissées, se déplaçant avec la grâce silencieuse qu'elle avait perfectionnée. Les conversations continuaient, ponctuées d'éclats de rire gras et de plaisanteries douteuses sur leurs épouses, leurs maîtresses, leurs dernières acquisitions. « Le marché asiatique, c'est comme une femme capricieuse », lançait un homme aux tempes grises. « Il faut savoir la prendre au bon moment. » Les rires fusèrent. Garance continua son travail, invisible, concentrée sur sa tâche. Elle s'approcha de la table centrale où traînaient plusieurs coupes de champagne à moitié pleines. « Regardez-moi ça », dit soudain une voix railleuse. Elle est à 4 pattes maintenant. Garance se figea. Elle était effectivement agenouillée pour ramasser une serviette tombée sous la table. Les conversations s'interrompirent. « Faut dire que ça lui va bien, cette position », continua l'homme avec un ricanement. « Faut croire que c'est le maximum qu'une de ces femmes sait faire correctement. » Le silence se fit pesant. Garance sentit ses joues s'enflammer. Ses mains tremblèrent légèrement autour du tissu froissé qu'elle tenait. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le marbre du sol. Les rires commencèrent à résonner, cruels et méprisants. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit avec autorité. Léandre Varnier entra dans la pièce et l'atmosphère changea instantanément. À 33 ans, le PDG de Varnier-Tech possédait cette présence magnétique qui commandait le respect sans effort. Grand, les cheveux noirs légèrement ébouriffés par une longue journée de travail, il portait encore son costume sombre impeccablement ajusté. Ses yeux d'un bleu glacier balayèrent la scène en une fraction de seconde. « Monsieur Varnier !» s'exclamèrent plusieurs voix en même temps. Mais Léandre ne leur prêta aucune attention. Son regard était fixé sur Garance, toujours agenouillée, le visage empourpré de honte. Il vit la vulnérabilité dans ses yeux, la façon dont elle tentait de se faire encore plus petite. Quelque chose en lui se brisa. Sans un mot, il traversa la pièce d'un pas déterminé. Les hommes le regardaient, perplexes. Garance leva les yeux vers lui, surprise par cette approche directe. Pour la première fois depuis 3 ans, quelqu'un la regardait vraiment. Léandre s'arrêta devant elle
et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Garance hésita une seconde, puis accepta son aide. Quand elle fut debout face à lui, il y eut un moment de suspension. Le temps sembla s'arrêter. Puis, sans prévenir, sans demander, Léandre posa ses mains sur sa taille et l'embrassa. Le baiser fut ferme, déterminé, presque possessif. Garance sentit le monde basculer autour d'elle. Les voix des hommes se turent instantanément. Le silence devint assourdissant. Quand leurs lèvres se séparèrent, Garance était pétrifiée. Léandre la regardait intensément, comme s'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. Autour d'eux, 8 paires d'yeux les fixaient, incrédules. « Messieurs, » dit finalement Léandre d'une voix glaciale sans quitter Garance des yeux, « la soirée est terminée. » Il y eut un mouvement de chaises, des murmures gênés, le bruit des verres qu'on repose précipitamment. Les hommes rassemblèrent à leurs affaires et sortirent un à un, lançant des regards furtifs vers le couple improbable qui venait de bouleverser toutes les règles. Quand la porte se referma sur le dernier invité, Garance et Léandre restèrent seuls dans le silence de la salle. Elle tremblait légèrement, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Pourquoi » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Léandre la regardait toujours, mais quelque chose avait changé dans son expression. La colère avait laissé place à une confusion profonde, comme s'il ne comprenait pas lui-même son geste. « Je... » commença-t-il, puis s'arrêta. Comment expliquer cet élan incontrôlable ? Cette rage qu'il avait saisie en entendant ces mots dégradants, cette envie soudaine de protéger cette femme qu'il croisait chaque soir sans vraiment la voir? Garance recula d'un pas, portant inconsciemment la main à ses lèvres. Elle venait de recevoir son premier baiser de la part d'un quasi-inconnu, devant 8 hommes qui allaient certainement en parler. Sa vie venait de basculer, et elle ne savait pas encore si c'était vers le meilleur ou vers le pire. Dehors, Paris continuait de scintiller, indifférente au drame qui venait de se jouer au 16e étage de la tour Varnier Tech. Le réveil sonna à 6 heures, comme tous les matins depuis 3 ans. Mais cette fois, Garance resta immobile dans son lit étroit, fixant le plafond fissuré de son studio à Belleville. Ses doigts effleuraient encore ses lèvres, où persistait le souvenir troublant du baiser de la veille. Qu'est-ce qui lui avait pris? Et surtout, qu'est-ce qui avait pris à Léandre Varnier? Elle ferma les yeux, tentant de chasser l'image de ces 8 hommes la regardant, bouche bée, comme si elle était devenue soudainement visible après des années d'invisibilité. Mais être vue de cette façon, était-ce vraiment ce qu'elle avait souhaité? Le trajet en métro jusqu'à la Défense lui sembla interminable. À chaque station, elle se demandait si elle ne devrait pas rebrousser chemin, inventer une maladie et disparaître quelques jours. Mais Bastien comptait sur son salaire pour ses fournitures scolaires, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. En arrivant à la tour Varnier Tech, Garance remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Isabelle, la réceptionniste qui la saluait habituellement d'un simple hochement de tête, la dévisagea avec une curiosité non dissimulée. « Bonjour Garance », dit-elle avec un sourire inhabituel. « Bien dormi ?» La question semblait anodine, mais le ton était chargé de sous-entendus. Garance marmonna une réponse et se dirigea vers les ascenseurs, sentant le regard d'Isabelle la suivre jusqu'aux portes métalliques. Dans le vestiaire du personnel de nettoyage, l'atmosphère était électrique. Ses collègues, habituellement concentrés sur leurs propres préoccupations, chuchotaient en groupe serré. Quand Garance entra, un silence gêné s'installa. « Salut Garance », lança finalement Sylvie, une femme de 50 ans qui travaillait là depuis une décennie. « On a entendu dire que... Enfin, que tu avais eu une soirée mouvementée hier. » Garance sentit ses joues s'empourprer. Comment l'information avait-elle pu se répandre si vite? Elle enfila sa blouse de travail sans répondre, espérant que son silence mettrait fin aux spéculations. « Allez, raconte », insista Corinne, la plus bavarde du groupe. « C'est vrai que le grand patron t'a embrassé devant tous les investisseurs? Comment vous savez ça ?» demanda Garance malgré elle. « Mon cousin travaille au service de sécurité », expliqua Corinne avec un sourire complice. « Les caméras ont tout filmé. Apparemment, ça fait jaser jusqu'aux étages supérieurs. » Le sang de Garance se glaça. Des caméras. Elle n'y avait pas pensé. Son moment de vulnérabilité le plus absolu était enregistré, archivé, potentiellement visible par n'importe qui dans l'entreprise. « Alors ?» pressa Sylvie. « Il t'a dit quelque chose après? Vous sortez ensemble ?»« Non !» protesta Garance un peu trop vivement. « Il ne s'est rien passé. C'était juste un malentendu. » Mais même en prononçant ces mots, elle savait qu'ils sonnaient faux. On n'embrasse pas quelqu'un par malentendu, surtout pas de cette façon, avec cette intensité qu'elle ressentait encore. Le reste de la matinée fut un calvaire. Partout où elle passait, les conversations s'interrompaient sur son passage.
Les employés la regardaient avec un mélange de curiosité, d'envie et parfois de mépris. Elle entendait des bribes de phrases. « La femme de ménage qui a tapé dans l'œil du patron. Elle sait y faire celle-là. Il paraît qu'elle cache bien son jeu. » Vers midi, alors qu'elle nettoyait les bureaux du 10e étage, Garance croisa Madame Rousseau, la directrice des ressources humaines. Une femme sèche et efficace, toujours impeccablement coiffée, qui dirigeait son département d'une main de fer. « Mademoiselle Dufresne » l'interpella-t-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Puis-je vous voir dans mon bureau dans 15 minutes ?» Ce n'était pas vraiment une question. Garance acquiesça, le cœur battant. Elle termina rapidement sa tâche et se rendit au 14e étage, dans le territoire des cadres supérieurs, où elle n'avait jamais été convoquée. Le bureau de Madame Rousseau était un modèle d'efficacité. Meubles en acier brossé, diplômes encadrés sur les murs, pas un objet personnel en vue. La directrice l'invita à s'asseoir dans un fauteuil qui la fit se sentir encore plus petite. « Mademoiselle Dufresne », commença Madame Rousseau en croisant les mains sur son bureau, « je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici. » Garance secoua la tête, bien qu'elle s'en doutât parfaitement. Les événements d'hier soir ont créé une certaine agitation dans l'entreprise. Vous comprenez que Varnier-Tech a une réputation à maintenir. Je n'ai rien fait de mal, murmura Garance, trouvant enfin le courage de parler. Personne ne dit le contraire, répondit Madame Rousseau avec un sourire glacial. Mais vous devez comprendre que votre position actuelle pourrait, créer des malentendus, des rumeurs malveillantes. Elle ouvrit un dossier et en sortit plusieurs documents. Nous avons donc décidé de vous proposer un transfert, un poste mieux adapté à votre nouvelle situation. Garance fronça les sourcils. Quel genre de poste? Assistante à la bibliothèque corporative, 20e étage. Vous seriez chargé de l'archivage, de la gestion des documents historiques de l'entreprise. Un travail plus discret. Le sous-entendu était clair. On l'éloignait des regards. On la cachait. Au lieu d'être promue pour ses compétences, elle était déplacée à cause d'un baiser qu'elle n'avait pas demandé. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle, surprise par sa propre audace. Le sourire de Madame Rousseau se durcit. « Je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt, mademoiselle Dufresne, ni dans celui de votre petit frère qui compte sur votre salaire pour ses études. » La menace était à peine voilée. Garance sentit la colère monter en elle, une émotion qu'elle avait longtemps réprimée. Comment osait-il utiliser Bastien contre elle? « Puis-je réfléchir ?» demanda-t-elle finalement. « Bien sûr, vous avez jusqu'à demain matin pour me donner votre réponse. » En sortant du bureau, Garance croisa plusieurs employés dans les couloirs. Leurs regards avaient changé. Hier encore, elle était invisible. Aujourd'hui, elle était un objet de scandale, de spéculation, de mépris parfois. Certains la regardaient avec envie, d'autres avec dégoût, comme si elle avait triché pour obtenir quelque chose qu'elle ne méritait pas. De retour dans le vestiaire pour récupérer ses affaires, elle trouva un bouquet de roses rouges dans son casier. Pas de carte, mais le message était clair. Ses collègues la regardaient avec un mélange d'admiration et de jalousie. « Alors c'est vrai, » murmura Sylvie, « il s'intéresse vraiment à toi. » Garance prit les fleurs et les jeta directement dans la poubelle, sous les regards stupéfaits de ses collègues. Elle ne voulait pas de ces roses, elle ne voulait pas de cette attention. Elle voulait juste retrouver son invisibilité, sa tranquillité, sa dignité. Mais en rentrant chez elle ce soir-là, dans le métro bondé de la ligne 11, elle réalisa que c'était impossible. Léandre Varnier avait brisé quelque chose en l'embrassant devant tous ces hommes. Il avait brisé son anonymat, sa sécurité, son équilibre précaire. Et le pire, c'est qu'une partie d'elle-même ne savait pas si elle devait le haïr ou le remercier pour cela. Le train s'engouffra dans le tunnel sombre, emportant Garance vers une soirée de questions sans réponse et de décisions impossibles. Cette nuit-là, Garance ne ferma pas l'œil. Allongée sur son matelas usé, elle fixait les ombres que projetaient les phares des voitures sur le mur de son studio. 24 heures, c'est tout ce que lui avait accordé Madame Rousseau pour décider de son avenir. Accepter la promotion signifiait se soumettre, admettre qu'elle était responsable d'une situation qu'elle n'avait pas créée. Refuser risquait de compromettre son emploi et, par extension, la scolarité de Bastien. À 6 heures du matin, sa décision était prise. Elle arriva plus tôt que d'habitude à la tour Varnier-Tech, déterminée à affronter Madame Rousseau avant que sa résolution ne faiblisse. Mais en sortant de l'ascenseur au 14e étage, elle tomba nez à nez avec Léandre Varnier. Il portait un costume gris anthracite impeccable, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, mais ses yeux trahissaient une fatigue qu'elle ne lui avait jamais vue. Quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla se suspendre, comme la veille au soir. « Mademoiselle », commença-t-il, puis s'arrêta, réalisant qu'il ne connaissait même pas son nom. « Dufresne »,
compléta-t-elle froidement. Garance Dufresne. Garance, répéta-t-il, et son prénom dans sa bouche lui fit un effet qu'elle ne voulait pas ressentir. J'aimerais vous parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, monsieur Varnier. Elle fit un pas pour le contourner, mais il lui bloqua doucement le passage. S'il vous plaît, juste 5 minutes. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle n'attendait pas de la part du PDG le plus influent de France. Malgré elle, Garance hésita. Très bien, mais pas ici. Léandre la guida vers son bureau, une immense pièce au dernier étage, avec une vue panoramique sur Paris. Garance n'y était jamais entrée en tant qu'invitée. Habituellement, elle nettoyait cet espace en silence, admirant secrètement les éditions originales rangées dans la bibliothèque murale. « Asseyez-vous, je vous prie », dit-il en désignant un fauteuil en cuir près de la fenêtre. Garance resta debout, les bras croisés. « Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Varnier ?» Il se passa une main dans les cheveux, détruisant sa coiffure parfaite. Pour la première fois, il semblait humain. « Je veux vous présenter mes excuses. Pour hier soir. Je n'aurais jamais dû... »« Quoi ?» l'interrompit-elle, sa colère remontant à la surface. « Vous n'auriez jamais dû m'embrasser sans me demander mon avis, ou vous n'auriez jamais dû me mettre dans cette situation humiliante devant vos associés. » Léandre la regarda, surpris par sa véhémence. Il s'était attendu à de la timidité, peut-être de la reconnaissance, pas à cette colère froide et contrôlée. « Je voulais les faire taire, » dit-il finalement. Ce qu'il disait était ignoble. « Et vous pensiez que m'embrasser allait arranger les choses ?» Garance secoua la tête, incrédule. « Vous savez ce qui s'est passé depuis hier, tout l'immeuble parle de moi. On me propose une promotion qui ressemble étrangement à un exil. Mes collègues me regardent comme si j'étais une opportuniste qui couche pour gravir l'échelle sociale. » Chaque mot portait, et Léandre eut l'air de recevoir des gifles. Il n'avait visiblement pas pensé aux conséquences de son geste impulsif. « Je peux arranger ça, » dit-il précipitamment. « Je peux parler à Madame Rousseau, faire en sorte que... »« Que quoi ?» explosa Garance. « Que vous confirmiez à tout le monde que je suis effectivement votre maîtresse ? Que vous me traitiez comme un problème à résoudre ?» Le silence tomba entre eux, lourd et tendu. Garance respirait fort, libérant des années de frustration accumulées. Léandre la regardait comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Vous n'êtes pas ce que j'imaginais, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous imaginiez ? Une petite femme de ménage reconnaissante qu'un homme riche lui accorde de l'attention. » Garance se dirigea vers la bibliothèque et caressa du doigt le dos d'un livre qu'elle connaissait bien. « L'être et le temps » de Heidegger. « Vous savez ce que ce livre dit sur l'authenticité de l'existence ?» demanda-t-elle sans se retourner. Léandre fronça les sourcils, déstabilisé par ce changement de sujet. « Non, il dit que nous sommes authentiques quand nous assumons notre liberté de choix même face à l'angoisse, quand nous refusons de nous laisser définir par le regard des autres. » Elle se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux une intelligence et une profondeur qui le bouleversèrent. « Pendant 3 ans, j'ai nettoyé vos bureaux en silence. J'ai lu vos livres quand vous n'étiez pas là. J'ai écouté vos conversations d'affaires et admiré votre perspicacité. Vous m'avez ignoré, et c'était parfait. J'étais invisible, mais libre. »« Libre ?» répéta Léandre, troublé. « Libre d'être moi-même sans subir le jugement. Libre de penser, d'analyser, d'exister selon mes propres termes. Hier soir, en m'embrassant, vous avez détruit cette liberté. Vous m'avez transformé en objet de spéculation. » Léandre s'approcha d'elle lentement. « Je ne savais pas qui vous étiez vraiment. Et c'est bien le problème, » dit Garance avec amertume. « Vous avez agi sans me connaître, sans me demander ce que je voulais. Vous avez décidé pour moi comme si j'étais incapable de me défendre toute seule. Mais vous ne vous défendiez pas, » protesta-t-il. « Vous subissiez leurs humiliations sans rien dire. Parce que c'était ma stratégie de survie. Parce que je sais ce qui arrive aux femmes comme moi quand elles ouvrent la bouche dans des endroits comme celui-ci. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Léandre eut envie de la prendre dans ses bras, de la consoler, mais il comprit que ce serait encore une fois imposer sa volonté. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il doucement. « Comment puis-je réparer ça ?» Garance le regarda longuement. Dans ses yeux bleus, elle vit une sincérité qui l'ébranla. Pour la première fois depuis la veille, elle eut l'impression de parler à un homme, et non à un symbole de pouvoir. « Vous voulez vraiment réparer ?» dit-elle finalement. Il hocha la tête avec empressement. « Alors apprenez à me connaître, avant de décider ce qui est bon pour moi. Écoutez ce que j'ai à dire avant de parler pour moi. Et surtout, » elle s'approcha de lui, jusqu'à ce qu'ils soient face à face, assez près pour qu'il sente le léger parfum de vanille qui émanait de ses cheveux. « Surtout, ne recommencez jamais à me toucher sans ma permission. » Léandre déglutit difficilement.
Cette proximité était troublante, d'autant plus qu'elle était imposée par Garance cette fois. Il avait envie de lui dire qu'il pensait à elle depuis des semaines, qu'il remarquait sa présence discrète chaque soir, qu'il avait été bouleversé par l'intelligence qui transparaissait dans sa façon d'organiser ses documents. Mais il se contenta de dire « Je vous le promets ». Garance recula et se dirigea vers la porte. « J'ai un rendez-vous avec Madame Rousseau. J'ai une décision à lui annoncer. »« Quelle décision ?» demanda Léandre, inquiet. « La mienne », répondit-elle simplement avant de sortir. Dans le couloir, Garance inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir repris le contrôle de sa vie, même si elle ne savait pas encore vers quoi cela l'amènerait. Garance frappa à la porte du bureau de Madame Rousseau à exactement 9 heures. Elle avait passé la nuit à réfléchir, à peser chaque option, à imaginer toutes les conséquences possibles. Mais au final, une seule chose comptait. Elle ne pouvait plus vivre en se trahissant elle-même. « Entrez !» dit la voix sèche de la directrice des ressources humaines. Madame Rousseau était déjà installée derrière son bureau, impeccable dans son tailleur beige, les cheveux tirés en un chignon strict. Elle leva à peine les yeux de ses documents quand Garance s'assit. « Alors, mademoiselle Dufresne, quelle est votre décision concernant le poste à la bibliothèque ?» Garance prit une inspiration profonde. « Je refuse. » Pour la première fois depuis qu'elle la connaissait, Madame Rousseau parut surprise. Elle posa son stylo et regarda Garance avec attention. « Excusez-moi, je refuse ce transfert. Je préfère garder mon poste actuel. » Un silence pesant s'installa. Madame Rousseau croisa les mains et afficha son sourire le plus froid. « Je crains que vous ne compreniez pas la situation, mademoiselle Dufresne. Cette offre était, disons, une faveur exceptionnelle compte tenu des circonstances. »« Quelles circonstances ?» demanda Garance avec un calme qu'elle ne ressentait pas. « Le fait qu'un homme m'ait embrassé sans mon consentement ?» Le sourire de Madame Rousseau se durcit. « Le fait que vous ayez créé un scandale qui nuit à l'image de l'entreprise ?» Moi ? Garance se pencha légèrement en avant. « Madame Rousseau, j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi subir une humiliation publique, puis un baiser non consenti, constitue un scandale de ma part. » La directrice des ressources humaines cligna plusieurs fois des yeux, visiblement déstabilisée par cette assurance nouvelle. « Vous ne pouvez pas rester à votre poste actuel. Les ragots, les rumeurs, cela perturbe l'équipe. Alors changez les équipes, ou mieux encore, sensibilisez vos employés au respect et à la dignité au travail. » Madame Rousseau se leva brusquement, signe que la conversation lui échappait. « Mademoiselle Dufresne, je vais être très clair. Si vous refusez cette opportunité, nous serons contraints de revoir votre contrat. Les entreprises de nettoyage partenaires ont des standards très stricts. Vous me menacez de licenciement? Je vous expose les réalités du monde professionnel. » Garance se leva à son tour, soutenant le regard de la directrice sans fléchir. « Très bien. Dans ce cas, j'aimerais que cette menace soit mise par écrit, avec les motifs exacts. Je suis certaine que l'inspection du travail sera très intéressée par un licenciement consécutif à un harcèlement sexuel non traité par l'entreprise. » Le visage de Madame Rousseau devint livide. Les mots « harcèlement sexuel » et « inspection du travail » étaient exactement ce qu'aucune directrice des ressources humaines ne voulait entendre. « Vous ne pouvez pas qualifier cela de harcèlement. Monsieur Varnier est mon supérieur hiérarchique qui m'a embrassé sans mon consentement devant témoin. Si cela ne constitue pas du harcèlement sexuel, j'aimerais connaître votre définition. » Garance avait préparé cette conversation toute la nuit, cherchant sur Internet les textes de loi, ses droits, les recours possibles. Elle n'était peut-être qu'une femme de ménage aux yeux de l'entreprise, mais elle était une femme de ménage informée. Madame Rousseau se rassit lentement, réalisant que la situation venait de prendre une tournure qu'elle n'avait pas anticipée. « Que voulez-vous exactement ? Je veux garder mon emploi, continuer mon travail normalement, et qu'on arrête de me faire payer les conséquences d'un acte que je n'ai pas provoqué. Et concernant Monsieur Varnier, » Garance hésita une seconde. « Concernant Monsieur Varnier, c'est entre lui et moi, mais je ne veux plus jamais qu'on utilise cette situation pour me faire du chantage. » 20 minutes plus tard, Garance sortait du bureau avec un sourire satisfait. Madame Rousseau avait accepté ses conditions, non sans lui faire comprendre qu'elle serait surveillée de près. Mais pour la première fois depuis longtemps, Garance se sentait libre. En descendant vers les vestiaires, elle croisa plusieurs collègues qui la regardèrent avec surprise. Le bruit de son refus de promotion s'était déjà répandu. « Tu es complètement folle !» lui lança Corinne en la voyant arriver. « Refuser un poste de bureau pour rester femme de ménage? Qu'est-ce qui t'a pris ?»« La dignité !» répondit simplement Garance, en enfilant sa blouse. L'après-midi passa plus calmement que prévu. Les regards étaient toujours là, mais quelque chose avait changé. En refusant la promotion,
Garance avait envoyé un message clair. Elle ne se laisserait pas acheter. Vers 18 heures, alors qu'elle finissait de nettoyer les bureaux du 15e étage, elle trouva une enveloppe glissée sous un classeur. Son nom était écrit dessus d'une écriture masculine élégante. Elle l'ouvrit avec méfiance et découvrit une simple feuille de papier avec quelques lignes. « Garance, j'ai appris votre décision concernant le transfert. Votre courage me force au respect. J'aimerais vous inviter à dîner, non pas comme votre employeur, mais comme un homme qui souhaite apprendre à connaître une femme remarquable. Si vous acceptez, retrouvez-moi demain soir à 20 heures au Café des Deux Moulins, Montmartre. Si vous refusez, je comprendrai et respecterai votre choix. Léandre. » Garance relut le message plusieurs fois. Pas de fleurs cette fois, pas de gestes spectaculaires, juste une invitation simple et respectueuse qui lui laissait le choix. Elle plia le papier et le glissa dans sa poche. Pour la première fois depuis 2 jours, elle sourit vraiment. Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva Bastien installé à la petite table qui leur servait de bureau, penché sur ses devoirs de mathématiques. À 17 ans maintenant, son petit frère avait grandi, mais il gardait cette mèche rebelle qui retombait sur ses yeux quand il se concentrait. « Alors, cette journée ?» demanda-t-il sans lever le nez de ses équations. « Différente, » répondit Garance en s'asseyant à côté de lui. « J'ai dit non à quelque chose que tout le monde pensait que je devais accepter. » Bastien la regarda avec curiosité. « Et ça fait quoi, de dire non ?» Garance réfléchit un instant. « Ça fait peur, mais ça fait aussi du bien. Comme quand j'ai refusé de faire partie de la bande de Kevin au lycée. Exactement comme ça. » Bastien sourit et retourna à ses devoirs. Garance sortit le message de Léandre de sa poche et le contempla. Demain soir, elle aurait un autre choix à faire, mais cette fois, ce serait vraiment le sien. Dehors, Paris s'éveillait à sa vie nocturne, et pour la première fois depuis longtemps, Garance avait hâte de voir ce que le lendemain lui réserverait. Garance arriva au Café des Deux Moulins avec 10 minutes de retard. Ce n'était pas calculé. Elle avait simplement changé d'avis 3 fois concernant sa tenue. Finalement, elle avait opté pour une robe marine simple qu'elle gardait pour les occasions spéciales, ses cheveux châtains détachés pour une fois. Le café mythique de Montmartre bourdonnait de conversations animées. Touristes et Parisiens se mélangeaient dans une atmosphère chaleureuse que Garance avait toujours aimée. Elle repéra Léandre immédiatement, installé à une table près de la fenêtre, et fut surprise de le voir si ordinaire. Pas de costume 3 pièces cette fois, mais un pull en cachemire noir et un jean sombre. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main plusieurs fois. Quand il la vit approcher, il se leva précipitamment, manquant de renverser sa tasse. Ce geste maladroit fit sourire Garance malgré elle. « Bonsoir », dit-elle simplement en s'asseyant. « Bonsoir. Je n'étais pas certain que vous viendriez. »« Moi non plus », admit-elle avec franchise. Un serveur s'approcha et Garance commanda un chocolat chaud. Léandre, visiblement nerveux, tournait sa cuillère dans son café déjà froid. « Merci d'être venu », dit-il finalement. « Pourquoi m'avez-vous invité ici ?» demanda Garance directement. « Et je veux une vraie réponse, pas des politesses. » Léandre la regarda déstabilisé par sa franchise. Dans son monde, les conversations étaient codées, pleines de sous-entendus diplomatiques. Garance fonctionnait différemment. « Parce que depuis 3 jours, je n'arrive pas à vous oublier. Pas seulement à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de qui vous êtes. Vous ne me connaissez pas. C'est exactement le problème. » Il se pencha légèrement en avant. « J'ai réalisé que pendant des mois, vous étiez là dans mes bureaux et je ne vous ai jamais vraiment vu. Puis, en une seule conversation, vous m'avez cité Heidegger et remis en question tout ce que je croyais savoir sur tout. » Garance sirota son chocolat chaud, l'observant par-dessus sa tasse. « Et qu'est-ce que vous voulez maintenant? Me connaître par curiosité intellectuelle. Je veux vous connaître parce que je pense que vous pourriez me rendre meilleur. » La sincérité dans sa voix la toucha malgré elle. Mais Garance avait appris à se méfier des beaux discours. « Monsieur Varnier, Léandre, s'il vous plaît. »« Léandre, » reprit-elle, et son prénom sur ses lèvres lui fit le même effet que la première fois. « Vous dirigez une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Vous fréquentez des gens puissants. Vous prenez des décisions qui impactent des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'une femme de ménage pourrait vous apporter? »« De l'authenticité, » répondit-il sans hésiter. « Vous êtes la première personne depuis des années à me dire mes 4 vérités, sans arrière-pensée. Peut-être parce que je n'ai rien à perdre. Ou peut-être parce que vous avez quelque chose que j'ai perdu il y a longtemps. L'intégrité. » Garance posa sa tasse, troublée. « Vous idéalisez. Vous ne me connaissez que depuis 3 jours. Alors aidez-moi à vous connaître. » Elle le regarda longuement. Dans ses yeux bleus, elle ne voyait plus l'arrogance du PDG, mais une vulnérabilité qui l'interpellait. « D'accord, dit-elle finalement, mais à mes conditions.
Lesquels? Pas de fleurs, pas de cadeaux, pas de gestes spectaculaires. Si vous voulez me connaître, vous le ferez comme n'importe qui d'autre. Léandre sourit pour la première fois depuis le début de la soirée. Marché conclu. Les 2 heures qui suivirent passèrent comme dans un rêve. Garance raconta sa passion pour la philosophie, ses études à la Sorbonne, son rêve d'enseigner qui s'était brisé contre la réalité financière. Léandre parla de la pression familiale qui l'avait poussé à reprendre l'entreprise de son père, de ses doutes sur le sens de sa réussite. « Vous savez ce qui m'a frappé dans votre discours sur Heidegger ?» dit Léandre alors qu'il marchait le long des rues pavées de Montmartre. « Quoi donc ?»« Vous parliez d'authenticité, de liberté de choix. Mais vous semblez prisonnière de vos propres choix. » Garance s'arrêta net. « Comment ça? Vous avez sacrifié vos rêves pour votre famille. C'est noble, mais est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou ce que vous pensez devoir faire ?» Sa question la frappa comme une gifle. Garance réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment réfléchi à cette distinction. « C'est compliqué, » murmura-t-elle. « Toutes les vraies questions le sont. » Ils s'arrêtèrent devant le Sacré-Cœur, illuminé dans la nuit. Paris s'étendait à leurs pieds, scintillant de 1000 feux. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» demanda Léandre. Garance hocha la tête. « Pourquoi n'avez-vous jamais cherché un autre emploi? Avec votre formation, vous pourriez enseigner dans le privé, travailler dans l'édition, parce que ce travail me permettait d'être invisible, avoua-t-elle, de subvenir aux besoins de Bastien sans avoir à expliquer ma situation, sans subir la pitié ou les jugements. Et maintenant, je ne suis plus invisible. » Elle le regarda. « À cause de vous, je suis désolée. »« Non, » dit-elle doucement. « Ne soyez pas désolé. Être invisible était confortable, mais peut-être que ce n'était pas honnête. » Léandre eut envie de lui prendre la main, mais se rappela sa promesse. Au lieu de cela, il dit « J'aimerais vous revoir. » Pourquoi? Parce que vous me posez des questions que personne n'ose me poser, parce que vous me forcez à réfléchir à qui je suis vraiment, pas seulement à ce que je possède. Garance sentit son cœur s'accélérer. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans cette vulnérabilité, dans cette honnêteté brute. « D'accord, dit-elle, mais la prochaine fois, c'est moi qui choisis l'endroit. Où voulez-vous aller? À la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je veux vous montrer où j'étudiais, où j'étais vraiment heureuse. » Léandre sourit. « C'est parfait. » Ils redescendirent vers le métro en silence, chacun perdu dans ses pensées. Pour la première fois depuis des années, Garance se sentait vue, comprise, respectée. Et pour la première fois, Léandre avait l'impression de rencontrer quelqu'un qui pourrait l'aimer pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Mais au fond de son cœur, Garance gardait une question troublante. Pouvait-elle vraiment faire confiance à un homme qui détenait tant de pouvoir sur sa vie? Et lui, saurait-il l'aimer sans essayer de la sauver? La bibliothèque Sainte-Geneviève était exactement comme dans les souvenirs de Garance, majestueuse, silencieuse, emplie de cette atmosphère particulière où les siècles de savoir semblaient palpables. Elle retrouva Léandre devant l'entrée, ponctuel cette fois, tenant 2 cafés à emporter. « J'ai pensé que vous pourriez avoir froid, » dit-il en lui tendant un gobelet. « Merci, » répondit-elle touchée par cette attention simple. Ils montèrent les marches de marbre usées par des générations d'étudiants. Garance guida Léandre vers la salle de lecture principale avec ses hautes voûtes et ses rangées de tables en bois sombre. « C'était ma place, » chuchota-t-elle en désignant une table près d'une fenêtre. « 3e rangée, 2e place. Pendant 4 ans, j'ai passé mes journées ici. » Léandre observa l'espace avec respect. « Qu'est-ce que vous étudiez exactement ?»« La phénoménologie principalement. Husserl, Merleau-Ponty, Lévinas. » Elle caressa du doigt la surface de bois poli. J'écrivais ma thèse sur l'éthique de la responsabilité chez Emmanuel Lévinas. L'éthique de la responsabilité? Garance s'assit à sa place habituelle et Léandre prit la chaise en face d'elle. L'idée que notre humanité se définit par notre capacité à répondre de l'autre, à être responsable de son bien-être sans attendre de réciprocité. C'est exactement ce que vous faites avec votre frère, observa Léandre. Oui, mais... Garance hésita. Lévinas parle aussi du danger de cette responsabilité quand elle devient oppression, quand on décide pour l'autre ce qui est bon pour lui. Le sous-entendu était clair, et Léandre eut l'intelligence de ne pas protester. Ils passèrent l'après-midi entre les rayonnages, Garance lui montrant ses livres favoris, partageant des anecdotes d'étudiante. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait redevenir celle qu'elle avait été, passionnée, brillante, pleine d'avenir. « Vous me manquez, vous savez » dit soudain une voix derrière eux. Garance se retourna et son visage s'illumina. « Professeur Martinez !» Un homme élégant dans la soixantaine s'approcha, souriant chaleureusement. « Garance Dufresne, cela fait si longtemps.
Professeur Martinez, voici Léandre Varnier. Léandre, mon ancien directeur de thèse. » Les deux hommes se serrèrent la main, et Garance ne manqua pas la façon dont le professeur évalua discrètement Léandre. « Garance était ma meilleure étudiante, » dit le professeur Martinez. « Sa thèse sur Lévinas était exceptionnelle. J'ai toujours espéré qu'elle la terminerait. »« Que s'est-il passé ?» demanda Léandre. Un silence gêné s'installa. Garance baissa les yeux. « La vie, » dit-elle simplement. « Une perte terrible pour le monde académique, » ajouta le professeur. « Garance, j'ai justement une proposition pour vous. Un poste de chargé de cours à mi-temps vient de se libérer. Cela vous permettrait de reprendre vos recherches. »« Professeur, » l'interrompit Garance, « c'est généreux, mais ma situation n'a pas changé. Réfléchissez-y. Mon offre reste ouverte. » Après le départ du professeur, ils marchèrent en silence le long de la Seine. Léandre semblait préoccupé. « Pourquoi avez-vous refusé ?» demanda-t-il finalement. « Parce que je ne peux pas me permettre de reprendre des études à mi-temps. Bastien a besoin d'un revenu stable. » Et si ce n'était plus un problème? Garance s'arrêta net. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si quelqu'un pouvait financer vos études? Vous pourriez reprendre votre thèse, enseigner quelqu'un comme vous, par exemple ?» Léandre eut la grâce de paraître embarrassé. « Ce serait un investissement. Dans votre talent, votre potentiel? » Non. La voix de Garance était ferme, froide. « Absolument pas. Mais pourquoi? Vous pourriez retrouver votre passion, votre liberté. »« Ma liberté. » Garance se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Vous appelez ça la liberté, être votre débitrice? Vous devez des comptes? Ce ne serait pas comme ça. Comment ce serait alors? Vous payez mes études, vous financez la vie de mon frère, et moi je fais quoi en échange? Je vous suis reconnaissante? Je vous appartiens ?» Léandre réalisa son erreur, mais il était trop tard. « Garance, je voulais juste vous aider. Vous voulez m'aider, vraiment ?» Elle s'approcha de lui, et il vit dans ses yeux la même intensité que le jour de leur confrontation dans son bureau. Alors apprenez à distinguer l'aide de la possession. « Je ne comprends pas. Vous ne supportez pas que je souffre. Alors vous voulez régler mes problèmes. Mais résoudre mes problèmes sans me demander mon avis, c'est exactement la même chose que m'embrasser sans ma permission. » Léandre encaissa le coup. « Vous agissez par impulse, guidé par vos émotions, et vous appelez ça de la générosité. Mais vous ne me demandez jamais ce que moi je veux. Qu'est-ce que vous voulez alors ?» Garance le regarda longuement. « Je veux que vous compreniez que m'aider ne signifie pas me contrôler. Que m'aimer, si c'est ce que vous ressentez, ne signifie pas me posséder. » Le mot « aimer » resta suspendu entre eux. Léandre réalisa qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose qu'il n'osait pas encore s'avouer. « Est-ce que c'est ce que je fais ?» demanda-t-il doucement. « Je vous aime. C'est à vous de le découvrir, » répondit Garance. « Mais si c'est le cas, apprenez à le faire sans m'étouffer. » Ils rentrèrent chacun de leur côté ce soir-là, troublés et confus. Léandre comprenait qu'ils répétaient les mêmes erreurs sous des formes différentes. Garance réalisait qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour lui, mais que cette attirance la terrifiait. Le lendemain matin, en arrivant au travail, elle trouva une enveloppe dans son casier. Pas de fleurs cette fois, juste une lettre manuscrite. « Garance, vous avez raison. Je recommence à décider pour vous. Je vais apprendre à faire autrement, même si cela me demande du temps. Pourriez-vous m'enseigner comment vous aimez sans vous étouffer? Léandre PS. L'offre du professeur Martinez reste la vôtre. Elle n'a rien à voir avec moi. » Garance plia la lettre et la glissa dans sa poche. Pour la première fois, elle avait l'impression qu'il commençait vraiment à comprendre. Mais la question demeurait. Serait-ce suffisant? Cette même semaine, elle remarqua qu'il apparaissait par hasard dans des endroits qu'elle fréquentait. Le café près de chez elle, la librairie du quartier latin, le petit marché où elle faisait ses courses. Léandre apprenait à la connaître, mais il la suivait pour y parvenir. Et Garance commençait à se sentir observée, traquée, même si c'était avec les meilleures intentions du monde. Les coïncidences s'accumulaient. Chaque jour semblait apporter une nouvelle surprise que Garance n'avait pas demandée, mais qui portait la signature discrète de Léandre. D'abord, ce fut le propriétaire de son studio qui l'appela pour lui annoncer que sa caution avait été mystérieusement doublée par un bienfaiteur anonyme. Puis Bastien rentra du lycée avec la nouvelle que sa classe avait reçu une donation exceptionnelle pour un voyage scolaire en Italie. « Tu te rends compte, Garance ?» s'exclamait son frère, les yeux brillants d'excitation. « On va voir Rome, Florence, Venise. Le proviseur dit qu'un mécène veut financer l'éducation culturelle des jeunes défavorisés. » Garance serrait les dents. Défavorisés. Voilà comment Léandre les voyait. Des gens à sauver, à élever de leurs conditions misérables. Le lendemain, en arrivant au travail, elle croisa Madame Rousseau dans l'ascenseur. « Ah, mademoiselle Dufresne,
dit la directrice des ressources humaines avec un sourire inhabituel. « J'ai une excellente nouvelle. L'entreprise a décidé d'offrir des cours du soir gratuits à son personnel. Français, informatique, langues étrangères. Vous pourriez être intéressé? Qui a eu cette idée? Demanda Garance, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Monsieur Varnier est très attaché au développement personnel de ses employés. Cette fois, c'en était trop. Garance passa la journée dans un état de rage froide, nettoyant les bureaux avec une énergie fébrile qui inquiéta ses collègues. Le soir, au lieu de rentrer chez elle, elle monta directement au dernier étage. Il était près de 21 heures, mais elle savait qu'il serait encore là. Léandre travaillait toujours tard. Elle frappa à la porte de son bureau sans attendre d'autorisation et entra. Léandre leva les yeux de ses dossiers, surpris mais manifestement heureux de la voir. « Garance, qu'est-ce qui… » « Arrêtez !» Sa voix était glaciale. « Arrêtez tout, maintenant. » Il fronça les sourcils, feignant l'incompréhension. « Je ne vois pas de quoi. Ma caution, le voyage de Bastien, les cours du soir, les hasards qui font qu'on se croise partout. » Elle s'approcha de son bureau, les mains posées à plat sur le bois précieux. « Vous pensez que je suis idiote ?» Léandre posa son stylo et la regarda. « Je voulais juste vous aider, je sais. C'est votre réponse à tout. » Garance secoua la tête, amère. « Vous ne comprenez vraiment rien, n'est-ce pas? Expliquez-moi alors. Vous m'avez embrassé pour me défendre. Vous voulez payer mes études pour me libérer. Vous financez la vie de mon frère pour me soulager. Vous suivez mes traces pour mieux me connaître. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Dans tout ça, où est mon choix? Où est ma voix ?» Léandre se leva, contourna son bureau et s'approcha d'elle. « Mais vous souffrez. Je vous vois porter ce fardeau seul. Je vois votre talent gâché. Et ça vous insupporte, n'est-ce pas ?» Garance recula d'un pas. « Ça vous rend fou de me voir en dessous de ce que vous pensez que je mérite. »« Oui, » explosa-t-il. « Oui, ça me rend fou. Vous devriez enseigner, rechercher, briller, pas nettoyer des bureaux en silence. Selon qui? Selon vous? Selon votre potentiel. » « Mon potentiel ?» Garance éclata d'un rire sans joie. « Vous voulez que je vous dise la vérité sur mon potentiel. J'ai peut-être choisi ce travail parce qu'il me convenait, parce qu'il me permettait de réfléchir en silence, d'observer le monde sans en faire partie, parce que j'ai découvert qu'il y a une forme de liberté dans l'invisibilité. » Léandre la regardait, déstabilisé. « Mais vos études, vos rêves… Mes rêves ont changé quand ma mère est morte. Mes priorités ont évolué quand j'ai dû élever Bastien. Vous voulez me rendre mon ancienne vie, mais cette femme-là n'existe plus. » Le silence tomba entre eux, lourd de vérités difficiles. « Je ne vous comprends pas, » murmura Léandre. « C'est exactement le problème. » Garance s'assit dans le fauteuil face à son bureau, soudain épuisé. « Vous voulez m'aimer, mais vous voulez aimer une version idéalisée de moi. La brillante étudiante en philosophie, pas la femme de ménage qui a fait ses choix. Ce ne sont pas vos vrais choix. Vous avez été contrainte par les circonstances. Et alors ?» Sa voix se brisa légèrement. « Ces contraintes font partie de qui je suis maintenant. En essayant de les effacer, vous effacez une partie de moi. » Léandre s'agenouilla devant elle. Et pour la première fois, c'est lui qui était en position de faiblesse. « Je ne sais pas comment faire autrement. Quand je vous vois malheureuse, qui vous dit que je suis malheureuse ?» La question le frappa comme une gifle. « Vous n'êtes pas malheureuse ?» Garance réfléchit un long moment. « J'étais résignée, parfois amère, mais malheureuse? Non, j'avais trouvé un équilibre, même imparfait, et vous l'avez détruit, en vous embrassant, en me forçant à redevenir visible, en m'obligeant à redevenir un problème à résoudre. » Léandre se releva et alla se poster devant la fenêtre, regardant Paris scintiller dans la nuit. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que vous me laissiez tranquille. » Il se retourna brusquement. « C'est vraiment ce que vous voulez ?» Garance hésita. C'était là le cœur du problème. Une partie d'elle était attirée par cet homme complexe, troublé, sincère dans ses erreurs. Mais une autre partie d'elle étouffait sous ses tentatives de sauvetage. « Je veux que vous m'aimiez comme je suis, pas comme vous pensez que je devrais être. Mais si je peux vous rendre heureuse… »« Vous ne pouvez pas me rendre heureuse !» cria-t-elle, la frustration de semaines d'incompréhension explosant enfin. « Le bonheur, c'est personnel, c'est intime. Vous ne pouvez pas le décider pour moi. » Léandre reçut ces mots comme un coup de poing. Il réalisa soudain l'énormité de son aveuglement. « Je ne savais pas que je faisais ça. Maintenant, vous le savez. » Garance se leva épuisée par cette confrontation. « La question est, qu'allez-vous en faire ?» Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Vous m'avez embrassé pour caler les autres, mais je suis la seule qui méritait d'être entendue, et vous ne m'entendez toujours pas. » Après son départ, Léandre resta seul dans son bureau, face à une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir accepter.
Peut-être que l'aimer vraiment signifiait la laisser partir. Dehors, Garance marchait dans les rues de la Défense, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Pour la première fois, elle envisageait sérieusement de démissionner, de tout quitter, de recommencer ailleurs, loin de cet homme qui l'aimait si mal qu'il en devenait suffocant. Garance passa la nuit à faire ses comptes, étalant factures et relevés bancaires sur la petite table de son studio. Elle avait économisé suffisamment pour tenir 2 mois sans salaire, peut-être 3 si elle était très prudente. Bastien avait 17 ans maintenant, il pourrait l'aider avec un job d'été. Au matin, sa décision était prise. Elle rédigea 2 lettres. La première, officielle, adressée à Madame Rousseau, courte, professionnelle, respectant le préavis légal. La seconde, plus personnelle, qu'elle glisserait dans le bureau de Léandre. En arrivant à Varnier-Tech ce matin-là, Garance observa une dernière fois les lieux qui avaient été son quotidien pendant 3 ans. Les couloirs de marbre, les baies vitrées, cette tour où elle avait été invisible si longtemps. Étrangement, elle ne ressentait ni nostalgie ni amertume, juste une forme de paix. « Tu es sûre de toi ?» demanda Sylvie, quand Garance lui annonça sa démission. « Certaine. »« Et pour aller où? Faire quoi ?»« Je ne sais pas encore, mais je trouverai. » Corinne, plus directe, lança. « C'est à cause du patron, hein? Vous vous êtes disputé ?» Garance secoua la tête. « Ce n'est pas une dispute, c'est un choix. » L'après-midi, elle monta au dernier étage pour déposer sa lettre. Léandre était en réunion, ce qui arrangeait Garance. Elle ne voulait pas de confrontation dramatique, pas de scène de réconciliation. Juste partir dignement. Elle posa l'enveloppe bien en évidence sur son bureau et s'attarda un instant dans cette pièce qu'elle avait nettoyée tant de fois. Ses yeux se posèrent sur la bibliothèque, sur ses livres qu'elle avait caressés en silence. Une partie de sa vie se fermait ici. En redescendant, elle croisa Léandre dans l'ascenseur. Il remontait de sa réunion l'air préoccupé. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Garance, je voulais justement vous voir. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit hier. »« Léandre, l'interrompit-elle doucement, j'ai déposé quelque chose sur votre bureau. Lisez-le quand vous serez seul. » Quelque chose dans son ton l'alerta. « Qu'est-ce que c'est ?» Les portes s'ouvrirent au 15e étage, où Garance descendait pour finir sa journée. « Au revoir, Léandre. » Il voulut la retenir, mais les portes se refermèrent déjà. 1 heure plus tard, seul dans son bureau, Léandre découvrit l'enveloppe. Il l'ouvrit avec une appréhension croissante et lut « Léandre, quand j'ai commencé à travailler ici, j'étais invisible. Pas par contrainte, mais par choix. L'invisibilité me protégeait, me permettait d'observer sans être jugé, de réfléchir sans être interrompu. Vous avez brisé cette invisibilité en m'embrassant. Sur le moment, j'ai cru que c'était une violation. Aujourd'hui, je réalise que c'était peut-être nécessaire. Vous m'avez forcé à redevenir visible, y compris à mes propres yeux. Mais être visible ne signifie pas devenir votre projet de rédemption. Vous voulez me sauver d'une vie que vous jugez indigne de moi. Vous voulez réparer une injustice que vous ne supportez pas de voir. C'est généreux, mais c'est aussi une forme d'orgueil. Vous décidez de ce qui est bon pour moi sans me demander ce que moi je veux. Je pars non pas parce que je vous en veux, mais parce que j'ai besoin de retrouver ma liberté de choix. Celle que vous avez involontairement compromise en essayant de me protéger. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que j'y vais par ma propre décision. C'est la seule façon pour moi de rester authentique. Ce qui est né d'un impulse ne peut pas fleurir où il n'y a pas d'espace pour le choix. Si un jour vous apprenez à distinguer aimer de posséder, peut-être nous retrouverons-nous. Mais d'ici là, j'ai besoin d'exister sans être sauvé. Merci de m'avoir rendu visible. Pardonnez-moi de ne pas vouloir être sauvé. Garance. Léandre relut la lettre 3 fois, ses mains tremblant légèrement. Chaque mot le frappait comme une révélation douloureuse. Elle avait raison. Surtout. Il se précipita vers les ascenseurs, mais Garance était déjà parti. Il appela son portable, tombé sur messagerie. Il descendit au vestiaire du personnel de nettoyage, mais ses collègues lui dirent qu'elle avait rendu son matériel et quitté l'immeuble. Pour la première fois de sa vie d'homme d'affaires habitué à tout contrôler, Léandre se sentit complètement impuissant. Chez elle, Garance préparait ses affaires. Elle avait trouvé une annonce pour un poste d'employé dans une librairie à Toulouse. Le salaire était modeste, mais le propriétaire cherchait quelqu'un qui connaisse les livres. Elle avait appelé dans l'après-midi et passé un entretien téléphonique improvisé sur Baudelaire et Rimbaud. Elle était prise. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda Bastien assis sur le lit pendant qu'elle remplissait sa valise. « Oui. Et moi ?» Garance s'arrêta et regarda son petit frère. Il n'était plus si petit maintenant. Grand, mince, avec cette intelligence vive qu'elle reconnaissait. « Tu peux venir avec moi si tu veux,
ou rester ici pour finir ton année, ton choix. Mon choix, répéta-t-il avec un sourire. Ça, c'est nouveau. Garance sourit aussi. J'apprends. Bastien réfléchit un moment. Je vais finir l'année ici, chez grand-mère Micheline. Mais l'été prochain, je viens te voir. D'accord. Et ce type, Léandre? Garance plia un pull, réfléchissant à sa réponse. Il m'a appris quelque chose d'important. Quoi? Qu'on peut aimer quelqu'un et leur faire du mal en même temps. Pas par méchanceté, mais par maladresse, par besoin de contrôler. Et toi, tu l'aimes? Garance s'immobilisa. C'était la question qu'elle s'efforçait d'éviter depuis des semaines. Je pense que oui, mais pas suffisamment pour perdre qui je suis. Cette nuit-là, Léandre ne dormit pas. Il marchait dans son appartement de Neuilly, relisant la lettre de Garance, comprenant enfin l'étendue de ses erreurs. Il avait voulu la sauver comme on sauve un trésor qu'on découvre, sans réaliser qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être respectée. Au matin, il prit une décision qui le surprit lui-même. Il n'essaierait pas de la retrouver. Il ne la suivrait pas. Il ne tenterait pas de la convaincre. Pour la première fois, il allait respecter son choix, même si cela le détruisait. Garance partit pour Toulouse le surlendemain, un mercredi matin brumeux de novembre. Dans le TGV qui l'emmenait vers sa nouvelle vie, elle regardait défiler le paysage français et se sentait enfin libre. Libre de ses erreurs, libre de ses choix, libre d'aimer ou de ne pas aimer, selon ses propres termes. Le train traversait la campagne vers le sud, et Garance Dufresne découvrait ce que signifiait vraiment l'authenticité dont parlait Heidegger, assumer sa liberté, même quand elle fait mal. 6 mois avaient passé depuis son arrivée à Toulouse, et Garance se réveillait chaque matin avec une sensation qu'elle avait presque oubliée, la légèreté. Son petit appartement dans le quartier Saint-Cyprien, avec vue sur la Garonne, était modeste, mais lumineux. Pour la première fois depuis des années, elle avait choisi chaque objet, chaque meuble, selon ses goûts et non selon sa capacité à les payer. La librairie Les Mots Perdus était devenue son refuge. Monsieur Bertrand, le propriétaire septuagénaire, lui avait rapidement confié la gestion de la section philosophie et littérature. Les clients appréciaient ses conseils avisés, sa capacité à recommander le livre parfait selon leur humeur ou leur questionnement. « Vous avez un don », lui disait souvent Monsieur Bertrand. « Vous savez écouter ce que les gens ne disent pas. » C'était vrai. Après des années d'invisibilité, Garance avait développé une intuition particulière pour comprendre les besoins non exprimés. Cette compétence, acquise en nettoyant des bureaux en silence, se révélait précieuse dans sa nouvelle vie. Un mercredi après-midi, une femme d'une 40aine d'années entra dans la librairie, l'air perdu. Elle cherchait quelque chose pour comprendre pourquoi elle se sentait si vide, malgré sa réussite professionnelle. Garance l'écouta attentivement, puis lui tendit « L'être et le temps » de Heidegger. « Ce livre parle d'authenticité », expliqua-t-elle, « de la différence entre exister et vivre vraiment. » La femme feuilleta l'ouvrage, dubitative. « C'est de la philosophie. Je ne suis pas sûr de comprendre. Voulez-vous que je vous explique quelques concepts de base? J'ai étudié ça autrefois. » Ce qui commença comme un conseil de libraire se transforma en une discussion passionnante d'1 heure. D'autres clients s'arrêtèrent pour écouter, intrigués par cette jeune femme qui rendait Heidegger accessible. « Vous devriez donner des cours », suggéra la femme en partant avec 3 livres de philosophie. L'idée germa lentement. Monsieur Bertrand, séduit par le concept, proposa d'organiser des ateliers philosophiques le samedi après-midi dans l'arrière-boutique de la librairie. Philosophie pour tous. Comprendre les grands penseurs sans jargon. Le premier atelier attira 12 personnes, le second 20. Au bout de 2 mois, Garance devait refuser du monde. Elle retrouvait sa passion pour l'enseignement, mais d'une manière différente, plus proche, plus humaine. Ses élèves n'étaient pas des étudiants en quête de diplôme, mais des adultes en quête de sens. Une retraitée qui voulait comprendre Sartre, un ouvrier passionné par Nietzsche, une mère de famille qui cherchait des réponses chez Simone de Beauvoir. « Vous avez le don de rendre l'impossible compréhensible », lui dit un jour Pierre, un mécanicien de 50 ans qui ne ratait jamais ses ateliers. « C'est parce que j'ai appris que la vraie intelligence, c'est de savoir parler à tout le monde », répondit Garance. Elle pensait à Léandre en disant cela, à sa façon de compliquer l'amour quand il aurait pu être simple. Un samedi de mars, pendant qu'elle animait un atelier sur « la liberté selon Sartre », elle remarqua un homme assis au fond de la salle, grand, élégant, mais discret. Il prenait des notes et posait des questions pertinentes. À la fin de la session, il s'approcha. « Mademoiselle, votre approche est remarquable. Je suis professeur Dubois, de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Accepteriez-vous de prendre un café avec moi ?» Autour d'un expresso dans un café toulousain, le professeur lui fit une proposition inattendue. «
Nous avons un programme d'éducation populaire, des cours du soir pour adultes qui n'ont pas pu faire d'études supérieures. Nous cherchons quelqu'un capable d'enseigner la philosophie de manière accessible. Votre profil nous intéresse. » Garance sentit son cœur s'accélérer. « Je n'ai pas terminé ma thèse. Peu importe. Vous avez quelque chose de plus rare, la capacité de transmettre. Et d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, vous comprenez votre public. Puis-je réfléchir? Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Le semestre prochain commence en septembre. » Ce soir-là, Garance appela Bastien. Son frère terminait brillamment son année de terminale et envisageait des études d'ingénieur. « Tu te rends compte ?» s'exclama-t-il. « Professeur à l'université. Maman aurait été si fière. Professeur d'éducation populaire, » corrigea Garance. « C'est différent. »« C'est mieux, » dit Bastien avec conviction. « Tu vas aider des gens comme nous, des gens qui ont dû arrêter leurs rêves en route. » Après avoir raccroché, Garance sortit sur son petit balcon. Toulouse s'étendait devant elle, ville rose sous le ciel étoilé. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Elle accepta le poste le lendemain. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon créatif. Garance préparait ses cours avec une passion retrouvée, adaptant les grands concepts philosophiques à la réalité de ses étudiants. Elle enseignait à des femmes de ménage qui voulaient comprendre Simone Weil, à des ouvriers fascinés par Marx, à des chômeurs qui cherchèrent du réconfort chez les stoïciens. « Vous savez pourquoi vous êtes si doué ?» lui dit un jour Marthe, une de ses étudiantes, femme de ménage comme elle l'avait été. « Parce que vous savez ce que c'est d'être invisible. Vous nous rendez visibles. » Cette phrase résonna longtemps dans l'esprit de Garance. Elle avait transformé sa propre expérience de l'invisibilité en super-pouvoir, la capacité de voir et de révéler les autres. Un soir d'automne, en préparant son cours sur l'éthique de la responsabilité, elle tomba sur un passage de Lévinas qui la fit sourire. Être responsable d'autrui, c'est d'abord lui laisser la liberté d'être ce qu'il choisit d'être. Elle pensa à Léandre. L'aimait-il vraiment ou aimait-il l'idée de la sauver? La distinction était devenue claire pour elle. L'amour véritable laisse l'autre libre d'être lui-même, même si cela implique de la souffrance pour celui qui aime. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son départ de Paris, elle se demanda ce qu'il était devenu. Avait-il appris la différence entre aimer et posséder? Avait-il compris que l'on ne peut pas sauver quelqu'un contre sa volonté? Peu importait, se dit-elle en fermant son livre. Elle avait trouvé sa voie, sa paix, sa dignité. Elle était redevenue authentique, comme le disait Heidegger. Elle existait selon ses propres termes. Et si un jour Léandre apprenait à l'aimer sans essayer de la changer, peut-être aurait-il une nouvelle chance. Mais cette fois, ce serait à égalité, dans le respect mutuel de leur choix. En attendant, Garance Dufresne était heureuse d'être simplement elle-même. 1 an et demi après son arrivée à Toulouse, Garance se tenait dans les coulisses de l'amphithéâtre de l'université Jean Jaurès. Dans quelques minutes, elle donnerait sa première conférence lors du Congrès national d'éducation populaire. Le titre de son intervention, « La dignité des invisibles, quand l'exclusion devient sagesse ». Elle lissa sa robe bleu marine, la même qu'elle portait lors de leur premier dîner au Café des Deux Moulins, et inspira profondément. 1 an plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver là, face à 300 éducateurs, sociologues et responsables politiques venus de toute la France. « Mademoiselle Dufresne, c'est à vous », annonça l'organisateur. Garance monta sur scène sous les applaudissements polis du public académique. Elle ajusta le microphone et balaya l'audience du regard. Au fond de la salle, dans la pénombre, elle crut reconnaître une silhouette familière. Son cœur fit un bond, mais elle se concentra sur sa mission. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire, « je voudrais vous parler d'invisibilité. Pas celle que l'on subit, mais celle que l'on choisit, et de la dignité profonde qu'il y a à observer le monde depuis les marges. » Elle raconta son parcours sans fausse pudeur. Ses études brillantes à la Sorbonne, l'arrêt brutal causé par la maladie de sa mère, les années comme femme de ménage dans un gratte-ciel parisien. « Pendant 3 ans, j'ai nettoyé les bureaux d'hommes puissants. J'étais invisible à leurs yeux, transparente. Mais cette invisibilité m'a donné un privilège rare, celui d'observer sans être observé, d'écouter sans être entendu, de comprendre sans être jugé. Dans la salle, l'attention était totale. Garance avait cette capacité rare de toucher directement le cœur de son auditoire. J'ai appris que les invisibles, femmes de ménage, gardiens, caissières, tous ceux que nos regards traversent sans les voir, possèdent souvent une sagesse que les visibles ont perdue. Ils connaissent la valeur du silence, l'importance du détail, la beauté de l'humilité. Au fond de la salle, Léandre écoutait chaque mot, bouleversé. Il était arrivé par hasard à Toulouse pour une réunion d'affaires
et avait vu l'annonce de la conférence dans le journal local. Son nom avait suffi à le faire changer tous ses plans. « Mais attention !» continua Garance, « je ne romantise pas la précarité. Être invisible par nécessité peut être une souffrance. Ce dont je parle, c'est de cette forme particulière de dignité qui naît quand on transforme sa marginalité en observatoire du monde. » Elle marqua une pause, ses yeux balayant l'audience. « Le danger arrive quand quelqu'un décide que notre invisibilité est un problème à résoudre, quand on veut nous sauver de notre condition sans nous demander si nous voulons être sauvés et comment. » Léandre encaissa ces mots comme un coup direct. Elle parlait de lui sans le nommer, mais il savait. Aimer quelqu'un, c'est d'abord respecter ses choix, même quand il nous dérange. C'est accepter que l'autre puisse trouver sa force et sa beauté là où nous ne voyons que faiblesse et laideur. Les applaudissements crépitèrent. Garance sourit, émue par l'accueil chaleureux. Aujourd'hui, j'enseigne à des adultes qui reprennent leurs études, d'anciens invisibles qui deviennent visibles par leurs propres moyens. Ma mission n'est pas de les sauver, mais de leur donner les outils pour se sauver eux-mêmes. C'est ça la vraie dignité, le pouvoir de choisir sa propre renaissance. Pendant les questions-réponses qui suivirent, Garance répondit avec passion et précision. Elle parlait d'émancipation par l'éducation, de respect des parcours atypiques, de la nécessité d'écouter avant de juger. Quand la conférence se termina, elle fut entourée par des collègues admiratifs, des journalistes, des responsables d'associations. Au milieu de cette effervescence, elle aperçut Léandre qui se dirigeait discrètement vers la sortie. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il s'arrêta, hésita, puis sortit sans s'approcher. 1 heure plus tard, après avoir échappé aux dernières sollicitations, Garance se retrouva seule sur le parvis de l'université. La nuit était douce. Toulouse scintillait de ses lumières orangées. Garance. Elle se retourna. Léandre se tenait à quelques mètres, les mains dans les poches, l'air incertain. Il avait changé. Ses traits étaient plus fins, ses yeux plus profonds, comme s'il avait vieilli et mûri en même temps. « Bonsoir, Léandre, » dit-elle simplement. « Votre conférence était... remarquable. Merci. » Ils se regardèrent en silence. Tant de choses à dire, mais par où commencer? « Comment allez-vous » demanda-t-elle finalement. « Différemment, » répondit-il avec un sourire triste. « Votre lettre, elle a tout changé. »« En quoi » Léandre s'approcha lentement, respectant la distance entre eux. « J'ai compris que je ne savais pas aimer, que je confondais amour et possession, protection et contrôle. » Il marqua une pause. « J'ai suivi une thérapie. J'ai appris à écouter avant de parler, à demander avant d'agir. » Garance l'observait, cherchant dans ses yeux les signes de sincérité qu'elle connaissait. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, je sais que vous aviez raison sur tout, que vous êtes exactement là où vous devez être, que vous faites exactement ce que vous devez faire, et que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit. Alors pourquoi êtes-vous là » Léandre sourit, et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire semblait authentique. « Pour vous dire que je vous admire, que ce que vous avez construit ici est magnifique, et que... » Il hésita. « Et que si un jour, peut-être, vous aviez envie de prendre un café avec un homme qui a appris la différence entre aimer et étouffer, je serai là. » Garance sentit son cœur s'accélérer. Il n'y avait plus de pression dans sa voix, plus d'urgence. Juste une proposition, qu'elle était libre d'accepter ou de refuser. « Juste un café » demanda-t-elle avec un sourire. « Juste un café, pour apprendre à vous connaître vraiment cette fois, à votre rythme, selon vos règles. » Garance réfléchit un long moment. Cet homme face à elle n'était plus le PDG arrogant qu'il avait embrassé sans permission. Il semblait avoir appris l'humilité, le respect, la patience. « Il y a un café que j'aime bien, près de la Garonne » dit-elle finalement. « Demain 16 heures, si vous voulez. » Le visage de Léandre s'illumina, mais il se contenta de hocher la tête. « J'y serai. » Il fit demi-tour pour partir, puis se retourna une dernière fois. « Garance, ce que vous avez dit sur la dignité des invisibles, je commence enfin à comprendre. Merci de m'avoir appris à voir. » Après son départ, Garance resta seule sur le parvis, regardant les étoiles au-dessus de Toulouse. Pour la première fois, elle envisageait l'amour non plus comme une menace à sa liberté, mais comme une possibilité d'enrichissement mutuel. Peut-être que certaines histoires méritaient une seconde chance. Peut-être que l'amour véritable était possible quand les deux personnes avaient appris à respecter la liberté de l'autre. Demain, elle prendrait ce café. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, mais parce qu'elle choisissait librement de donner une chance à un homme qui semblait enfin avoir compris que l'on ne possède jamais personne. Et quoi qu'il arrive, elle resterait elle-même, Garance Dufresne, professeure de philosophie, ancienne invisible devenue voix des sans-voix,
femme libre de ses choix et fière de son parcours. L'histoire qui avait commencé par un baiser imposé pourrait peut-être se poursuivre par un amour choisi. Mais cette fois, ce serait vraiment son histoire à elle. Le café au bord de la Garonne était devenu leur rituel. Chaque dimanche matin, Garance et Léandre s'y retrouvaient, parfois pour parler, parfois pour lire en silence, chacun plongé dans son livre. Aujourd'hui, elle corrigeait les copies de ses étudiants pendant qu'ils répondaient à ses emails. « Écoutez ça », dit Garance en souriant. Marthe a écrit dans sa dissertation sur Sartre « Avant, je croyais que ma liberté était limitée par mes origines. Maintenant, je sais que ma liberté commence là où je décide qui je veux devenir. » Léandre leva les yeux de son téléphone. Elle a tout compris. Oui, c'est exactement ce que j'espérais lui transmettre. Ils étaient ensemble depuis 1 an et demi maintenant, mais leur relation avait pris une forme que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Pas de cohabitation précipitée, pas de grands gestes romantiques, juste une intimité qui grandissait lentement, construite sur le respect et la curiosité mutuelle. Léandre avait appris à aimer les silences de Garance, sa façon de réfléchir avant de parler, son besoin de solitude créatrice. Garance avait découvert un homme plus vulnérable qu'elle ne l'imaginait, hanté par la pression familiale qui l'avait poussé à confondre réussite et bonheur. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça Léandre en posant son café. Garance le regarda, alerté par son ton sérieux. « Varnier-Tech vient de signer un partenariat avec l'Université de Toulouse. Nous allons financer un programme de recherche en philosophie appliquée aux entreprises. »« C'est formidable, » dit Garance, mais elle sentait qu'il y avait autre chose. « Le doyen m'a proposé de vous recommander pour diriger ce programme. Un poste de maître de conférence avec la possibilité de terminer votre thèse. » Garance posa sa copie et le regarda intensément. « Et vous avez répondu quoi? Que ce n'était pas à moi de décider pour vous. Que s'il voulait vous proposer ce poste, il devait vous contacter directement sans mentionner mon nom. Ils l'ont fait? Hier, le professeur Dubois m'a dit qu'il vous appellerait cette semaine. » Garance sourit. « Vous avez vraiment appris. J'apprends encore. Chaque jour. » Elle tendit la main vers la sienne. « Et si j'accepte ce poste, alors je serai fier de vous, comme je le suis déjà. Et nous ?» Léandre entrelaça ses doigts aux siens. « Nous continuerons comme nous avons choisi de le faire, à notre rythme, selon nos règles. » 1 mois plus tard, Garance acceptait effectivement le poste. Sa thèse sur l'éthique de la responsabilité dans les relations de pouvoir, qu'elle avait reprise et réorientée à partir de son expérience, fit sensation dans le milieu académique. Le jour de sa soutenance, Bastien était au premier rang, fier de sa grande sœur devenue docteur en philosophie. À côté de lui, Léandre applaudissait discrètement, heureux pour elle mais sans s'approprier sa réussite. Après la cérémonie, dans le jardin de l'université, Garance retrouva ses anciens collègues de ménage, venus spécialement de Paris pour l'occasion. « Tu vois, » dit Sylvie en l'embrassant, « on a toujours su que tu étais différente. »« Je ne suis pas différente, » répondit Garance. « J'ai juste eu la chance de pouvoir faire mes propres choix. » Ce soir-là, dans son appartement de Toulouse qu'elle partageait maintenant avec Léandre, après 2 ans de réflexion et une décision mûrement pesée, ils célébrèrent tranquillement sa réussite. « Vous savez ce qui me rend le plus heureux ?» dit Léandre, en regardant le diplôme encadré qu'elle venait d'accrocher au mur. « Quoi? C'est que vous l'avez fait pour vous, pas pour me faire plaisir, pas pour prouver quelque chose au monde, pour vous. » Garance s'approcha de lui et l'embrassa doucement. Un baiser choisi cette fois, donné librement, sans contrainte ni urgence. « Je vous aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Moi aussi, je vous aime, exactement comme vous êtes. » Dehors, Toulouse s'endormait sous les étoiles. Dans cet appartement modeste mais chaleureux, 2 personnes qui avaient appris à s'aimer sans se posséder construisaient leur bonheur jour après jour, choix après choix. L'histoire qui avait commencé par un baiser imposé dans un gratte-ciel parisien se poursuivait par un amour librement consenti dans une ville du Sud. Garance était redevenue visible, mais cette fois par sa propre volonté. Et Léandre avait appris que la plus belle façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui laisser la liberté d'être lui-même. Ils ne se marièrent pas dans la précipitation romantique des contes de fées. Ils construisirent quelque chose de plus rare et de plus beau, une relation d'égal à égal, fondée sur le respect mutuel et la liberté de choix. Et quand, beaucoup plus tard, ils prononcèrent leurs vœux dans une petite mairie toulousaine, entourée seulement de leurs proches, Garance porta une simple robe blanche qu'elle avait choisie elle-même. Pas de conte de fées, pas de sauvetage romantique. Juste 2 adultes qui s'engageaient l'un envers l'autre en toute connaissance de cause. Dans son discours, Garance cita Emmanuel Lévinas. « Aimer, c'est avoir le souci de l'autre tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit.
C'était devenu leur définition de l'amour. Et c'était parfait, ainsi. Fin. Après avoir suivi le parcours de Garance et Léandre, une question me préoccupe profondément. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de vous sauver ou de vous aider sans vous demander si vous vouliez vraiment cette aide? Comment cela vous a-t-il fait sentir? Et vous, avez-vous déjà fait cela avec quelqu'un que vous aimiez, pensant que vous le protégiez, alors qu'en réalité vous le contrôliez? L'histoire de Garance nous enseigne que parfois l'amour bien intentionné peut devenir une prison dorée. Quelle différence existe-t-il entre prendre soin de quelqu'un et essayer de le contrôler, entre protéger et étouffer, entre aimer et posséder? Partagez votre expérience. Vous identifiez-vous plutôt à Garance, qui a dû lutter pour son autonomie, ou à Léandre, qui a dû apprendre à aimer sans essayer de réparer la personne aimée? Votre participation à la chaîne est très importante. Veuillez laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.